Bien, bonjour Madame la Présidente, merci d'accepter de vous livrer à cette séance de questions-réponses, maintenant qui est devenue un événement annuel, à peu près à la même période. Bon, avant de commencer cet échange, comme à l'habitude, je vais présenter les dernières conférences de cette année. Donc, il y en a trois. Alors attention, puisque cette semaine, nous avons deux conférences. Donc jeudi prochain, donc je parle bien du jeudi 27 novembre, donc, Édouard Fossa, qui est associé Forbis Mazars, va donc présenter la question de l'arrêté des comptes en normes IFRS. Et donc, c'est un grand challenge pour lui de synthétiser en 1 heure et demie tout ce que nous devons savoir sur l'arrêté des comptes IFRS. C'est une conférence qui a toujours beaucoup de succès. Ensuite, mardi prochain, donc mardi 2 décembre, une conférence, on va quitter les rives, si je puis dire, des normes comptables pour aborder un sujet qui est malheureusement d'une très grande actualité, qui tourne autour de la criminalité financière. Et donc, c'est une conférence dite d'ouverture, mais qui nous intéresse tous en tant que professionnels. Et donc, interviendra lors de cette conférence M. Pierre Allégret, qui est sous-directeur des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière au sein des affaires multilatérales et du développement de la DGT, Direction générale du Trésor. Et donc, il va revenir sur ce que l'on entend sous le vocable criminalité financière, présenter l'architecture, je dirais, de lutte contre la criminalité financière en France et bien évidemment dans le monde, et ensuite s'intéresser à tous les points de vigilance, tant pour les entreprises que pour l'ensemble des acteurs, que cela soit les conseils, les auditeurs que nous sommes. Et nous aurons un focus sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, parce que, comme vous le savez, certains d'entre vous ont certainement lu le rapport du Sénat qui est paru cet été, où il est indiqué que le blanchiment est finalement la mère de tous les crimes. Voilà. Donc ça, c'était une conférence du 2 décembre. Et enfin, nous terminerons en beauté, vous l'attendez tous, une conférence le 16 décembre qui refera le point sur l'actualité concernant l'information de durabilité, puisqu'on va y revenir ensemble tout à l'heure, mais tous un petit peu dans l'incertitude d'un certain nombre de projets, de directives, d'actes délégués. Et donc, Carole Masson, associée Forbis Mazars et vice-présidente de la commission durabilité de la CNCC, et Yana Ramarivo, donc associée EY, coordinatrice du comité ESRS de la CNCC, viendront, je dirais, nous faire un point d'actualité. Et ensuite, nous célébrerons tous Noël dans nos familles. Donc voilà, et puis nous réattaquerons une année 2026 qui sera très riche. Donc, Madame la Présidente, là encore un grand merci. Donc, nous avons différents volets ce matin. Donc, on va d'abord commencer par l'actualité de la H2A et de certaines de ses commissions. Nous ferons un zoom particulier sur la problématique des sanctions, donc un peu plus tard dans le déroulé. Nous nous intéresserons bien évidemment au reporting de durabilité, ça sera notre deuxième point. Le troisième point sur l'actualité professionnelle, donc l'évolution de la procédure disciplinaire, comme je l'ai indiqué, et nous terminerons, comme à l'habitude, sur un focus sur l'actualité internationale de l'H2A. Donc, tout d'abord, si on en vient à l'actualité présente de l'H2A et de certaines de ses commissions, donc, on se rappelle qu'il y a donc des commissions de normalisation qui ont été mises en place début 2024. Il y en a deux. Donc, une qui est plus axée sur l'aspect durabilité et une autre qui s'occupe des missions hors durabilité. Donc, si l'on s'arrête sur cette dernière commission, donc, il y a eu une publication, une homologation récente de la NEP 600 révisée, donc qui a changé d'ailleurs de libellé qui est concernant l'audit de groupe. Et donc, elle a été homologuée, je crois, fin octobre. Oui, début En novembre, tous les les cas, premiers voilà, jours de novembre, c'est oui. tout Le nouveau. 8 novembre, je Et crois. donc, il y a un certain nombre de modifications, certes, de terminologie et d'approche, mais je crois que c'est une nouvelle manière également d'aborder
la conformité aux ISA. Madame la Présidente, peut-être voulez-vous… D'abord, bonjour, Monsieur Hubin. Bonjour à tous et à toutes qui êtes à l'écoute. Merci de nous consacrer un peu de temps ce matin. Effectivement, dans le programme de travail de la commission paritaire dite bleue, c'est-à-dire enfin, la commission de normalisation dite bleue, c'est-à-dire celle qui travaille sur les normes d'exercice professionnel, il y avait eu 315 et 330 révisés Oui, au début de oui, l'année, tout à fait. et puis 600 révisés aussi, parce que les ISA correspondantes l'avaient été et nous Oui. avions le souci de ne pas nous écarter des nouveautés internationales. Alors, il y a deux choses. D'abord, le contenu et la forme. Le contenu de l'ISA 500, ça c'est la volonté de l'IASB quand il a révisé l'ISA 600, c'était de permettre finalement deux avancées, si on peut dire, de faire en sorte que ce ne soit pas dans la situation uniquement des comptes consolidés qu'elle trouve son application, mais aussi dans des situations plus variables finalement d'entreprises qui ont décidé de présenter des comptes sur des structures qu'elles contrôlent, mais pas forcément dans un groupe. Et donc, il s'agissait de dire au commissaire aux comptes comment devaient être du coup adaptés ces travaux pour permettre de donner une assurance aussi sur ce type de présentation des comptes. Et puis la deuxième évolution, c'est aussi que dans la lignée de 315 et 330, 600 s'intéresse aussi à l'équipe du commissaire aux comptes, à la fois dans l'équipe constituée pour la consolidante, et puis aussi à l'intérieur des sous-jacents du groupe pour justement que un regard aussi soit porté par le commissaire aux comptes sur la constitution des équipes et leur maintien en formation, leur formation, leur adaptation aux travaux d'audit à accomplir. Ce sont les nouveautés sur le fond. Sur la forme, vous avez raison, pour la première fois et à la demande du collège, la commission de normalisation a travaillé un peu différemment, c'est-à-dire que au lieu de procéder à un travail de réécriture de la norme 600 pour en faire une NEP, elle en a fait une NEP, mais en partant du texte traduit en langue française, bien sûr, de l'IASB, et en s'attachant simplement à faire des modifications de vocabulaire lorsque le code de commerce français s'exprime un peu différemment. Et, euh, et, euh, et du coup, ça fait une NEP qui ressemble plus du tout aux anciennes, qui a bien plus évidemment l'aspect des normes internationales ISA, avec cette manière de s'exprimer plus en longueur et avec peut-être parfois des redondances que les spécialistes de Portalis n'aiment pas trop. Mais c'est voilà, l'idée c'était de commencer à voir ce qui pourrait en être du matériel de normalisation si on en vient aux ISA. On va y revenir, Oui, effectivement. c'était un premier pas dans cette direction. Alors, un mot peut-être sur la NEP 9510, puisque avec le rapport de durabilité et donc l'introduction dans le rapport de gestion du rapport de durabilité, tout ça va conduire à revoir cette NEP. Voilà. Des travaux ont été engagés, je C'est crois. ça, elles ont commencé. Il s'agit de prendre en compte la disparition de la déclaration de performance extra-financière et puis d'adapter justement parce que, évidemment, ça concerne le commissaire aux comptes bleu. C'est celui qui est confronté à une structure qui publie dans son rapport de gestion à la fois ses comptes et à la fois un rapport de durabilité. Et donc, on va ajuster ce qui lui est demandé dans cette hypothèse. Donc ça, c'est au programme de 2026. C'est en train d'être terminé d'ailleurs, parce que ce n'est pas très complexe à mettre en place et on devrait arriver à la fin de l'année 2025 à l'avoir terminé, sinon dans les débuts de l'année 2026. Donc ça sera sur le premier semestre 2026. Voilà. Et puis, en fait, c'est une norme très française, celle-là. Oui, bien sûr, par définition. Voilà, c'est ça. Absolument. Alors, sur la, si je puis dire, la commission de normalisation verte, entre guillemets, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? En fait, vous savez que cette commission, elle a été créée avec la transposition de la directive CSRD, puisqu'évidemment, il fallait assurer aussi une commission de normalisation
qui travaille dans le paritarisme, comme la commission dite bleue, mais le collège ne l'avait pas, alors qu'il a tout de suite constitué la commission, la première, celle qui s'occupe de la normalisation des comptes, sur les comptes, il a attendu pour constituer cette commission qu'il y ait suffisamment d'inscrits sur la liste des auditeurs de durabilité, parce qu'en fait, c'est une commission qui comporte 4 sièges, évidemment le siège du président, mais ça c'est toujours un membre du collège, ce n'était pas ça la difficulté, mais il y a ensuite à pourvoir un siège réservé à une personne compétente en matière d'information de durabilité. Ensuite, il y a un auditeur de durabilité et un commissaire aux comptes vert. Alors, les commissaires aux comptes verts, c'était plus facile parce que vous êtes plus de 3000 maintenant, 3000 bientôt 100. Et puis, en revanche, les auditeurs de durabilité, ça a mis du temps pour eux à se mettre en place et la liste n'est toujours que d'une petite quinzaine. Bon, une fois que nous sommes arrivés à ce chiffre, on a pu lancer les travaux de la composition de cette commission. Donc, au dernier collège, nous avons procédé à l'audition des candidats sur chacun des 3 sièges. Le collège a délibéré, mais la décision n'est pas encore publique, donc je ne peux pas révéler les noms. Mais donc, elle sera opérationnelle début 2026. Exactement, et c'est bien parce qu'elle aura du travail dans la mesure où il faut à la fois qu'elle se prononce sur le projet de révision du code de déontologie, puisque vous savez qu'elle doit préparer l'avis que le collège va donner et qu'elle doit travailler en concertation avec la commission bleue sur ce sujet qui est commun aux deux professions, enfin aux 2 missions. Et puis ensuite, il faut aussi, dans l'attente des textes européens, vous savez que probablement, il y aura finalement une norme d'audit européenne en matière de durabilité. C'est important que cette commission puisse l'examiner. Se pose la question de savoir s'il y a une fois aux questions des lignes directrices, des avis à donner une fois que cette norme aura été publiée par la Commission européenne. Donc, il est important qu'elle soit constituée. Alors, on a déjà rapidement, enfin, vous avez déjà parlé des normes ISA. Donc, l'année dernière, lorsque nous avions échangé, vous aviez dit qu'un processus de réflexion était en cours pour voir comment introduire les ISA, je dirais, en France. Alors, ce n'est pas une introduction des ISA, vous allez me corriger, je le sais, et vous avez raison. Mais voilà, donc, où est-ce qu'on en est de ce projet? Voilà. Alors, d'abord, de quoi parle-t-on? Il n'est pas question de changer le code de commerce dans sa rédaction actuelle. Je rappelle qu'il indique que les commissaires aux comptes doivent se conformer pour leur exercice professionnel aux normes européennes d'audit. Et le texte dit, en attendant la publication de ces normes européennes d'audit de certification des comptes, alors les commissaires aux comptes doivent appliquer les NEP telles qu'elles sont construites dans le processus qu'on connaît bien et qui d'ailleurs n'a pas été ou très peu modifié par la transposition de la directive. Et c'est un texte de valeur législative et c'est un texte qui a en fait le souci de préserver la souveraineté de la France sur ces questions quand même très importantes de quelles sont les attentes des parties prenantes sur les travaux que doivent accomplir les commissaires aux comptes. Bien. Et donc, ce que le collège a plutôt envisagé, c'est de se dire, dans cet environnement législatif de normes d'exercice professionnel, ce que nous allons faire plutôt, c'est proposer à la profession de rédiger autrement nos NEP. Ce seront toujours des normes d'exercice professionnel, elles seront toujours soumises à l'avis du Conseil national de la commissaire aux comptes, et puis à l'homologation du garde des Sceaux, bien sûr pour qu'elles prennent valeur réglementaire, mais elles seront rédigées différemment en partant de l'ISA, dans son texte traduit, comme je l'ai dit, et avec son matériel applicatif, bien sûr. Ça aura donc vocation à transformer nos NEP, qui continueront à s'appeler en NEP, en un texte de double contenu, à la fois ce que l'on appelle je ne veux pas utiliser de mots anglais, ce qu'on appelle les obligations du commissaire aux comptes dans le texte principal de la norme, et puis le matériel applicatif qui, chez nous,
s'appellent plutôt les notes d'information, les NI. Oui, Hein, les NI, voilà. absolument. Parce qu'en fait, c'est comme ça que s'étaient partagés un peu les travaux, le H3C, puis la Haute Autorité et la compagnie. C'est que la compagnie rédigeait les Tout à normes, fait. les normes des D'information. NI, les De notes type. d'information. Voilà. Et ça sera le matériel applicatif, bien sûr. On sait bien qu'une ISA ne se lit pas sans son matériel applicatif. Et c'est donc plutôt comme ça, une convergence renforcée donc des NEP, des futurs NEP avec le matériel international ISA. Donc, en d'autres termes, on aura la NEP, je dirais, Elles ne changeront pas de nom. elle sera toujours Elles là sont dans le là, code elles de sont commerce. numéro. Alors, je ne crois pas. Voilà, parce que à un moment, on Je avait ne crois évoqué le pas, fait de oui. dire de sortir ça du Oui, code de parce qu'en commerce, que fait, ça devient très ça volumineux. viendrait trop volumineux et Mm. surtout pour des textes qui sont finalement d'un Oui, usage peu courant, hein, à part les qui nous commissaires aux comptes. concerne Voilà. absolument. Je souligne que le plan comptable, par exemple, n'est pas dans le code de commerce, alors qu'il est autrement plus consulté que les normes d'exercice professionnel des commissaires aux comptes. Et donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de le sortir, ce matériel, enfin, toutes les normes et le matériel applicatif, même s'ils recevront l'homologation du garde des Sceaux pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, et d'en faire une publication plutôt sur le site de la Haute Autorité. Oui, mais ça suppose quand même une petite modification de texte, oui, j'espère de valeur réglementaire, c'est encore en discussion avec la DACS, ce serait plus facile si c'était un texte de niveau réglementaire, de façon à ce que tous les professionnels puissent facilement les consulter, ce qui est quand même le minimum, et même exigeant. Et puis, mais par contre, alléger le code de commerce de textes qui n'ont rien à y faire. D'ailleurs, c'est des textes en A, il y a très peu de textes en A dans le code. Particularité. Il faut les retirer. Alors, un point quand même concernant ce qui est la qualité, je dirais, au sein du cabinet, donc notamment la norme ISQM1. Oui. Parce que voilà. Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est que cette réforme, avant d'arriver à ISQM1, c'est la temporalité. On ne va pas faire ça en un an. Oui, du tout. Évidemment, ça sera une décision du collège qui sera prise probablement dans les premières semaines de janvier et qui prendra la forme d'un programme de travail de la commission paritaire bleue. Oui. Mais le temps que nous procédions à une réécriture avec les ajustements nécessaires du droit interne commercial, ça va prendre quelques temps, probablement 2-3 ans d'activité de normalisation. Et puis nous savons aussi qu'on ne le fera pas norme par norme. On présentera le moment venu l'intégralité des normes à l'homologation du garde des Sceaux parce qu'elles ne se lisent pas l'une sans l'autre. C'était vraiment un ensemble. ISQM1. Alors, ISQM1, c'est une norme qui a été, le président Vincent, qui est venu s'exprimer sur ce point au collège la semaine dernière, l'a dit aux membres du collège, c'est tout de même une norme qui a été conçue pour les très grosses structures d'exercice professionnel de commissariat au compte. Ceux qui ont un nombre très important d'équipes d'audit, qui sont réparties dans plusieurs pays, etc., et qui d'ailleurs, même pour eux, a été complexe à mettre en œuvre et n'est pas nécessaire ni même utile qu'on soit exigeant à ce point sur la qualité avec l'intégralité de nos structures d'exercice professionnel à laquelle, je l'ai déjà dit dans les compagnies régionales quand je me suis déplacée aux assemblées générales, le collège est très, très attaché. Il sait que le monde économique français a besoin de tailles très différentes d'exercices professionnels parce que les besoins des entités auditées ne sont pas les mêmes. Certaines sont vraiment régionalisées, elles préféreront avoir un commissaire aux comptes qui connaît leur écosystème. Et voilà, tout ça est très clair. Et puis, il faut tout de même que nous ayons au sein de ces cabinets un minimum de règles de qualité dans l'exercice de la mission légale. Du coup, le travail de préparation et de réécriture et d'amélioration de ISQM1 pour être adapté au marché français n'est pas simple. Il se fera sûrement avec un travail important de la compagnie nationale et la réflexion qu'elle mène de son côté là-dessus. Nous irons voir aussi peut-être comment des pays européens qui ont un marché qui ressemble au nôtre ont pu se débrouiller avec ISQM1. Voilà. Quel type d'outils ils ont peut-être mis à la disposition, proposés aux commissaires aux comptes de taille moins importante. Donc, c'est dans un deuxième temps simplement. Donc, on aura d'abord nos NEP et dans un deuxième temps ISQM. Très bien.
Alors, vous l'avez dit, vous avez participé à l'ensemble des assemblées générales Oui. des confrères et moi j'étais présent d'ailleurs à celle de Paris, la CRCC de Paris, donc vous aviez en effet évoqué cette réflexion sur les NEP version ISA. Comment a été l'accueil de manière Alors, générale? on avait décidé de cela conjointement avec le président Vincent. De son côté, mais la profession le sait bien, il a constitué un groupe de travail Absolument. de manière à pouvoir, et il est venu expliquer au collège les résultats de ce groupe de travail la semaine dernière. L'idée, c'était de faire la liste des sujets d'inquiétude, des obstacles, de la temporalité, etc. Bien. Et puis, nous avions décidé aussi d'aller à la rencontre des commissaires aux comptes dans leur région à l'occasion de toutes les assemblées générales qui se tiennent entre juillet et début novembre, hein, chacun. Voilà. Donc, on l'a fait tous les deux. Euh, J'en ai raté qu'une seule parce que c'était le même jour qu'une autre. C'est Éric Baudrier qui est allé. Et on ne s'est pas contenté de juste s'exprimer devant eux, mais moi, Vous avez des questions. oui, et puis si vous voulez, dans les espaces de respiration d'une assemblée générale, on sent l'atmosphère, etc. Alors, je dois dire, même à la fin, c'était même plus un sujet parce que la profession y avait beaucoup avait échangé avant ma venue. La dernière s'est tenue à l'île de la Réunion où ils s'attendaient à ce que je dis, à ce que j'ai dit, et finalement, c'était même plus. Donc, ils étaient absolument tous convaincus, sauf une, celle de Lyon, qui m'a fait un accueil assez frais, probablement d'ailleurs inadapté. Enfin, je m'en explique parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire avec le président Malène, parce que moi, je ne retournerai pas à Lyon si je continue à avoir ce type d'accueil. Mais en tout cas, les autres ont toutes dit, mais on ne va pas laisser la profession des commissaires aux comptes français comme ça, à l'écart de ce qui se passe dans le reste de l'Europe. C'est un marché extrêmement important. La France, il y a 245 000 mandats de certification. C'est un énorme marché de l'audit par rapport à beaucoup de nos voisins. Les commissaires aux comptes français sont reconnus pour leurs compétences. Mais au niveau international, même dans les dialogues avec le CAOB, à l'intérieur du CAOB et l'IFIA, on sait que la France n'applique pas les ISA. Et ça reste vraiment un point d'interrogation pour eux. Donc c'est un point important, donc plutôt un accueil favorable des confrères. Pas plutôt, vraiment un accueil. Et même on dit, alors, mais c'est maintenant là tout de suite, y compris des cabinets plus petits, hein, ceux qui n'est avec l'espèce de dynamisme qui s'est emparé de la profession avec la durabilité, moi je trouve qu'en ce moment c'est une profession qui a plutôt un élan à encourager. Parfait. Bien. Alors, un mot très rapide sur la commission des saisines et de la doctrine. On n'en a jamais parlé, juste vrai. pour… Alors, qu'est-ce que c'est que cette commission de la saisine et de la doctrine? De temps en temps, le collège est saisi de questions pointues de droit ou de compréhension des règles de code de déontologie, de calcul du point de départ, de règles sur les 75%, sur les 15%, et la démission là-dedans, c'est quoi? Et le secret professionnel, c'est bizarre, ça marche dans un sens, pas dans un autre. Voilà. Donc, régulièrement, les services ont besoin que le collège valide ou pas la proposition de réponse au commissaire aux comptes qu'ils font. Et donc, nous faisons dans ce cas-là, nous réunissons cette commission des saisines et de la doctrine et on ajuste la réponse des services. La plupart du temps, d'ailleurs, cette réponse se traduit par une réponse interpersonnelle entre le collège et le commissaire aux comptes qui a posé la question. Et lui reçoit la réponse. Voilà. Et de temps en temps, on se dit, ah, quand même, là, c'est un vrai sujet. Et c'est le cas, par exemple, des procédures collectives. Sur lesquelles on va revenir, absolument. C'est la commission des saisines et de la doctrine qui a travaillé cette fois aux questions. Alors, justement, on vient sur un certain nombre de communications de la H2A. Il y a eu beaucoup de communications indépendamment de l'aspect durabilité. Tout d'abord, sur l'obligation de rotation au sein des associations appel à la générosité publique. Donc là, il y a
il y a quand même eu, pas un changement de doctrine, mais en tous les cas, une modification dans l'appréhension que pouvaient avoir un certain nombre de confrères. Alors, d'abord, je voulais dire quand même que, revenant d'outre-mer, les associations qui font appel à la générosité du public et le rôle des commissaires aux comptes outre-mer dans la certification des comptes des associations est essentiel. Essentiel parce que dans ces territoires, la plupart des politiques publiques se font par le biais d'associations et des sommes importantes sont versées par les différentes autorités, que ce soit la préfecture quand c'est l'État ou bien évidemment le conseil départemental, selon les cas, ce n'est pas toujours ce terme-là qui est utilisé, et puis même le ministère de la Justice avec l'aide aux victimes, etc. Et donc, moi, j'ai demandé, et je l'ai dit dans les assemblées générales, j'ai demandé à ces autorités de s'assurer de la présence du commissaire aux comptes, de l'exiger, même lorsqu'on n'atteint pas le seuil de 153 000 euros, pour sécuriser l'utilisation de ces fonds publics et s'assurer que les politiques qui doivent être menées avec ces fonds publics le sont effectivement. J'ai même demandé que dans les conventions qui sont signées entre le financeur et l'association, on oblige le commissaire, on oblige le président de l'association à communiquer chaque année le rapport du commissaire aux comptes, puisque lui-même ne peut pas le faire. Mais voilà. Et que tant qu'on n'a pas reçu ce rapport, eh bien, on continue. Alors là, on est bien sur le volet subvention. Voilà. Là, c'est l'aspect légal. Effectivement, il y a une obligation. Et après, l'association qui rotation. Alors, l'appel à la générosité du public. D'abord, c'est un peu flou dans ce qu'on s'est constaté dans l'esprit de certains commissaires aux comptes. Qu'est-ce que c'est que faire appel à la générosité du public? Alors, qu'a fait la commission des saisines? Elle est allée chercher à l'inspection générale des affaires sociales, puisque c'est elle qui est chargée de ça, les travaux que l'inspection a fait pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'est qu'un appel à la générosité du public. On a repris dans la foire aux questions, ce que nous avons trouvé, et donc on voit que le public, alors c'est justement pas seulement les adhérents de l'association, pas seulement une commune, pas seulement un groupe particulier, il faut que ce soit ouvert. Ouvert. Pas forcément à la totalité des citoyens français, mais vraiment ouvert. Après, un appel à la générosité du public, ça peut prendre des formes extrêmement variées, y compris simplement une mention sur le site internet de l'association disant si vous pouvez faire des dons, voilà, vous adressez. Alors, s'il y a ça écrit, c'est un appel à la générosité. C'est important de le dire parce que les associations ne font pas forcément attention, elles le mettent. Et en fait, ça les fait changer. Alors qu'en revanche, elles peuvent se limiter à leurs propres membres. Alors, et là, dans ce cas-là, elles ne font pas appel à la générosité du public, même si, évidemment, chacun des adhérents fait partie du public par définition, mais c'est circonscrit à une quantité de personnes bien définie, donc ça n'est plus… Et la conséquence, c'est-à-dire qu'au premier euro de fonds perçus du public, la rotation est obligatoire. Voilà, c'est ça qui change par rapport à la doctrine de la compagnie qui pensait qu'il fallait atteindre 153 000 euros de dons perçus comme ça pour être tenu à la rotation. C'est au premier euro. C'est au premier euro, voilà, que la rotation du signataire. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, vous l'avez évoqué sur la commission de saisine. Donc, on a la FAQ, la foire aux questions sur les procédures collectives. Voilà. Et donc, il est clair que là, c'est rappelé, mais je pense que ça ne faisait pas de doute, mais c'est bien de le rappeler que la procédure collective n'emporte aucune conséquence sur le mandat. Le mandat reste effectivement en cours. Là, il n'y a pas de difficulté. Et reprécise un certain nombre d'obligations légales qui vont dépendre, je dirais, enfin, qui vont résulter de cette situation, puisqu'il y a des demandes d'information qui sont demandées. Et il est indiqué qu'il y a une levée du secret professionnel en fonction des organes de la procédure et de la procédure, mais des affaires économiques. Voilà, je pense qu'il est important peut-être de rappeler et peut-être de préciser que ce n'est pas une levée totale, générale, et c'est toujours sur des points précis que… À la demande du tribunal. Alors, que dire? D'abord, pourquoi on a fait cette procédure? Parce qu'en fait, cette foire aux questions, parce qu'en fait, les procédures collectives, elles sont variées. Et dans le code de commerce. En fait, l'idée, c'est de préserver le plus possible le maintien de l'activité de l'entreprise. Et donc, on a proposé dans le code de commerce des procédures différenciées selon les besoins de l'entreprise en difficulté. Très bien. Simplement, selon les procédures, ce qui est attendu du commissaire aux comptes varie. Oui. C'est pour ça que cette foire aux questions a été écrite de façon à ce que, en face de chaque type de procédure collective,
le commissaire aux comptes puisse savoir ce qui va être attendu de Absolument. lui. Bien. Nous savons aussi que ces procédures collectives sont en cours de révision et peut-être que donc nous devrons, nous surveillons cela, si le code de commerce Bien sûr. semble là-dessus, ajuster notre foire aux Bien sûr. questions. Ce que nous voulions faire aussi, c'était mettre en relation à la fois ces procédures collectives et la démission des commissaires aux comptes. Parce que nous avons constaté, en recevant les avis des informations de démission, qu'il y avait beaucoup de questions que se posaient les commissaires aux comptes mis en difficulté par le placement de leurs clients sous une procédure collective. Et donc, on a expliqué dans chaque cas, d'abord, le principe, c'est ce que vous dites, que ben non, on ne démissionne pas dès qu'il y a une procédure collective ouverte. Au contraire, oui, parce qu'en fait, votre rôle est et puis en plus, la responsabilité peut être de fait engagée en plus dans poste à risque. Donc, vous vous mettez en risque si vous démissionnez. Et donc, effectivement, on indique qu'à chaque fois, des demandes peuvent être adressées au commissaire aux comptes par le juge commissaire, par exemple, ou le tribunal des affaires économiques de commerce selon les cas. Et bien sûr que dans ce cas-là, il faut répondre, mais à une question précise, pas que pensez-vous de l'avenir de l'entreprise, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit tellement ce type de question qui est adressée au commissaire aux comptes par les tribunaux de commerce, quoique je n'en ai pas évidemment une connaissance précise. Par contre, ce que nous avons fait, c'est que cette foire aux questions, on l'a adressée à tous les tribunaux de commerce, au président de l'association des présidents de tribunaux de commerce, au greffier des tribunaux de commerce, évidemment, et à l'association qui regroupe les mandataires de justice. Ils la connaissent. Donc ça, c'est effectivement un point important. Alors, je vais revenir sur ce que vous évoquiez. Alors là, on n'a que dit le droit. Oui, cette foire aux questions ne comporte aucun élément de doctrine. C'est seulement le droit du code de commerce. Absolument. Alors, juste un point quand même sur la partie démission. On avait évoqué d'ailleurs qu'il y avait une réflexion sur la mise en place d'une foire aux questions sur les problématiques plus générales de démission. Oui. Moi, je ferai juste un petit point concernant les sociétés en liquidation. Parce qu'un certain nombre de confrères sont dans une situation où la liquidation, et on sait malheureusement qu'il y a des liquidations qui durent à très grand temps, et le commissaire aux comptes peut se retrouver dans une situation délicate où la liquidation… Et ça, on le dit, et on a expliqué qu'en cas de liquidation, quand il n'est vraiment pas, parce qu'il n'est pas privilégié, hein, bien sûr, et ben, il laisse tomber. D'accord, donc on peut rentrer dans le cas de l'article 28 du cas de démission. À propos de les démissions, d'ailleurs, effectivement, on a proposé, les services et la commission de la doctrine a écrit une foire aux questions d'émission. Solide, documentée, précise, tous les cas de démission. Et on l'a présenté à l'homologation du collège. Et le collège n'a pas souhaité la publier. Parce que le collège a dit, tel qu'est rédigé actuellement le code de déontologie sur la démission, nous sommes mal à l'aise. Et des membres éminents du collège l'ont dit, en disant, il y a des situations qui ne sont pas prises en compte par la possibilité de démissionner, qui ne sont pas reconnues comme étant des motifs légitimes de démission. Et pourtant, même nous, qui ne sommes pas commissaires aux comptes, nous le demandons. Nous demandons une modification du code de commerce, le code de déontologie. Parce qu'en fait, la foire aux questions, elle ne peut pas modifier le code de déontologie. Elle peut juste commenter. Et donc, c'est ce qu'a très officiellement dit le collège à la direction des affaires civiles et du SEAU en disant changer la rédaction du code de déontologie. Et du coup, le collège s'est dit, on ne va pas publier une foire aux questions, puis après, il y aura un changement du code de déontologie, donc il faudra republier une modification. Donc, on attend la modification. On attend, je crois, les travaux sont assez avancés, la réflexion de la direction des affaires civiles du SEAU est bien avancée, et donc ça va être fait. De toute façon, et elle souhaite modifier le code de déontologie à l'occasion de l'arrivée des auditeurs de l'IRAD. De toute façon, il y a une modification. Et c'est là-dedans, ça va être ajouté. Ça sera le omnibus. Si c'est ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas un stop the clock. Non, on est d'accord. On avance là. Alors, deux derniers points d'actualité, mais qui ont leur importance. Le premier concerne l'avis du Conseil d'État donc, du 5 février dernier sur les déclarations de soupçons. Puisque, on se rappelle, en tous les cas, dans cet avis, il est indiqué que l'obligation déclarative porte sur les sommes obtenues par la commission d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an,
et également donc sur que ces opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant le cas échéant donc traduire des faits de blanchiment. Donc on se retrouve bien finalement l'infraction primaire, qui est cette Oui, elle est infraction retenue. était donné déjà lieu de notre côté, il n'y a pas de problème, à une révélation au procureur de la République, Mais maintenant mais aussi. régulièrement, enfin, on attendait plutôt l'utiliser lorsque les sommes donnaient lieu à blanchiment pour faire les déclarations de soupçon. Donc là, on remonte d'un On cran, remonte d'un cran. on est d'accord, donc ce Oui. qui veut dire que ça devrait multiplier, si je puis dire, quelque part, dès lors qu'il y a une déclaration, une révélation au procureur de la République sur des faits, donc une infraction avec une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, il conviendrait systématiquement de faire la déclaration de soupçon. De faire la déclaration de soupçon. On sent bien, si vous voulez, vous l'avez dit tout à l'heure, le rapport du Sénat a montré que la France pouvait progresser là-dessus. De ce que je comprends, vous avez environ 180, vous avez fait peu ou prou chaque année, il y a 180 déclarations de soupçons qui sont effectuées à Tracfin, beaucoup plus au procureur de la République. Mais il faut dire que vous déclarez aussi d'autres types d'infractions. Absolument, on est bien d'accord. Voilà. Mais je pense que la profession peut progresser sur ce point. Nous le voyons dans les contrôles. Ça nous arrive à l'occasion des contrôles de voir que le commissaire aux comptes aurait dû faire une déclaration de soupçon à Tracfin qui ne l'a pas fait. D'ailleurs, du coup, on l'a fait nous. Eric Baudrier l'avait dit. C'est le directeur général qui le fait. On en a fait 5 au cours de l'année là. Donc, si vous voulez, ça doit progresser. On sent les choses se tendre. Il y a aussi la profession d'avocat qui est très interrogée là-dessus. Vous avez peut-être vu la position du garde des Sceaux d'ailleurs, qui lui est plus en retrait compte tenu des enjeux de secret professionnel et surtout de préservation des droits de la défense comme de valeur constitutionnelle. C'est de valeur constitutionnelle. Donc voilà. Le Conseil d'État a forcément raison, c'est lui qui répond. Nous en tiendrons compte évidemment. C'était plutôt notre lecture à nous, moins celle de la compagnie nationale. Bon acte. Et je pense... On attend ça des commissaires aux comptes quand même. Puis je pense que le directeur de Tracfin vous fait. Il est très actif. Voilà, il est très actif et fait des reproches. Oui, il fait des reproches à la haute autorité. Alors moi, j'ai dit que ce n'était pas à moi de le faire, parce que notre conversation n'a pas toujours été très, très sympathique, mais je ne suis pas la compagnie et je ne suis pas commissaire aux comptes, et je pense, voilà. Mais bon, l'idée, c'est que la profession sache ce qu'il en est. Je pense que du coup, il faut un peu modifier les formations qui sont dispensées là-dessus. Oui, tout à fait, absolument, on est bien d'accord. Pour bien ajuster cela, et peut-être avec des exemples concrets qui expliqueront mieux au commissaire aux comptes la différence entre les deux, mais ça, c'est entre les mains de la compagnie nationale. Et donc, je refais mon petit coup de publicité pour la conférence de mardi prochain, parce que ça ne sera pas le cœur de cette conférence, mais c'est un point important. Et donc, et ne pas prendre, je dirais, cette exigence comme une nouvelle règle qui s'impose à nous, mais bien comprendre dans notre devoir de citoyen l'importance que cela peut prendre. Alors, dernier point qui également nous intéresse beaucoup, c'est la procédure de sanction à l'égard de Fiducial et de M. Latouche. Oui. Et sachant qu'il y a une deuxième, d'ailleurs, décision un peu du même ordre et qui concerne la possibilité pour un commissaire aux comptes d'avoir une activité commerciale autre qu'accessoire. C'est accessoire à la profession d'expert comptable. Voilà, c'est l'article L821-27. Et donc, si je comprends bien la position de la commission des sanctions, est quelque part de considérer qu'il y a eu, je simplifie, qu'il y a une sorte de surtransposition en France. Pas tout à fait le terme. Non, c'est pas. Non, je dis, je simplifie. Voilà. Mais ça revient un petit peu à ça, comme s'il y avait une surtransposition en droit français de cette interdiction d'une activité autre destinée à préserver l'indépendance du commissaire aux comptes. Et ce qui fait donc que la décision de la commission des sanctions n'a pas prononcé de sanctions à l'égard de Fiducial et de M. Latouche. Et il y a une autre affaire également. Le même jour, oui. Quasiment, voilà. C'est le même sujet, même un peu différent. Et on n'avait rien à voir. On était sur un commissaire aux comptes un peu individuel qui avait une ou deux activités. C'est ça. Alors que l'ampleur n'était pas du tout la même. Et du coup, le risque de perte d'indépendance n'était pas du tout le même du côté de ce deuxième commissaire. Donc, il y a eu un recours qui a été formé par la par vous le 13 novembre. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, essayons de
de reprendre l'historique. Effectivement, M. Latouche a fait l'objet de poursuites de la part du collège parce qu'il exerce des activités commerciales sans lien avec sa pression préjudicielle à la demande de l'avocat de M. Latouche à la Cour de justice de l'Union européenne sur la conventionnalité de la loi française et le fait qu'elle entrait en contradiction avec la directive service qui organise au sein de l'Union une liberté d'exercice des services. C'est le principe du traité, la liberté d'entreprendre au sein de l'Union. Bien, très bien. Cette question préjudicielle a été déclarée irrecevable par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne disant à la formation restreinte: vous n'êtes pas une juridiction au sens du traité, vous ne pouvez pas me poser de questions. C'est tout ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union. Mais dans ses conclusions, l'avocat général, qui a pris la parole évidemment comme ça, la procédure le prévoit à l'oral, a dit, conclu d'abord sur l'irrecevabilité, mais a dit: au fait, je m'interroge sur la conventionnalité de la disposition française. Il me semble qu'elle est en contradiction avec la directive service. Et même si elle est conçue pour, conformément à la directive audit, préserver l'indépendance du commissaire aux comptes, cette interdiction me paraît disproportionnée. C'est ce qu'a dit l'avocat général. Une fois l'arrêt de la Cour de justice rendu, l'affaire est revenue cette fois-ci devant la commission de sanctions, parce qu'entre-temps, la formation restreinte, voilà. Et la commission des sanctions doit, lorsqu'elle estime qu'un texte de droit national n'est pas conforme au droit européen dans la règle de la hiérarchie des normes, elle doit en écarter l'application du droit français. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'est pas allée au-delà parce que de toute façon, elle n'a pas le droit de le faire. Elle a juste dit: moi, j'écarte l'application de ce texte parce que je trouve qu'il n'est pas conforme à la législation européenne sur la liberté des services. Bien. Et c'est cette décision qui fait l'objet d'un recours de ma part, après un avis favorable évidemment du collège, et donc qui est déféré au Conseil d'État. Cette fois-ci, le Conseil d'État, lui, est une juridiction reconnue pour pouvant saisir. Il n'est pas obligé de le faire. Il peut considérer que la question ne se pose pas. Il peut considérer que la question se pose et il la tranche lui-même en disant: non, ce texte français n'est pas. Et la troisième possibilité, c'est de demander à la Cour de justice ce qu'elle en pense. Donc, une nouvelle question préjudicielle. Oui, mais cette fois-ci, qui serait recevable. Voilà. Et donc, je ne sais évidemment pas ce qu'il va faire. En revanche, ce que je sais, c'est que le gouvernement français veut soutenir la conventionnalité de son texte. Et donc, je pense, se joindra à mon recours devant le Conseil d'État pour, de son côté, lui aussi, conclure à la conventionnalité du texte. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, une décision sera rendue. Soit elle confirme le fait que le droit français est dans les clous, et soit qu'au contraire, ça n'est pas le cas, et nous devrons changer le texte français pour trouver les moyens, tout de même, face à cette situation très particulière, notamment. Le message aux confrères, c'est dire: l'avis du H3C reste toujours en valeur, et donc soyons très vigilants dans l'attente. Parce qu'on a des dossiers, on continue. D'accord, donc voilà. Moi je crois que c'est le message important, et que le droit n'a pas changé. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Est-ce que c'est le printemps d'ailleurs? Est-ce que c'est le printemps? Alors, nous avons terminé ce premier volet, donc reporting de durabilité. Oui. Je vais revenir très rapidement sur le contexte. C'est vrai que depuis ce qui s'est passé au mois de février… On est dans les sables mouvants. Voilà, on est dans les sables mouvants. On est en attente d'un certain nombre le trilogue est en cours. Voilà, le trilogue… on attend, on pense que le brouillard va se dissiper sur le premier semestre 2026. En tous les cas, on l'espère. Souhaitez-vous apporter des commentaires sur ce contexte? Alors, évidemment, nous ne faisons que faire appliquer la loi, et donc on attend qu'elle sorte, donc la faire appliquer. Déjà, le droit national est toujours en vigueur.
Cette année, au cours de l'année 2025, les entreprises qui sont plus de 500 salariés doivent rédiger pour la deuxième année leur rapport de durabilité, très bien, et non plus de DPEF à faire. Le droit national, en tout cas, il est connu. Bien sûr. Alors, l'avenir, nous avons compris que le Parlement était en train de se dire, oui, c'est bien, mais alors 1750 salariés. C'est hallucinant pour nous parce que 1750 salariés, ça correspond à rien en réalité. Il n'y a aucun texte qui a ce chiffre comme seuil de quoi que ce soit. On comprend bien que c'est issu d'un compromis, mais alors pour le coup, c'est vraiment étonnant. Je ne pense pas que ce seuil continuera à exister après la fin des travaux du trilogue. Mais bon. La deuxième chose que nous avons vue, et là, pour le coup, le collège le salue, c'est que le Parlement a demandé à la Commission européenne de ne pas reculer devant l'obstacle et de rédiger une norme d'audit de durabilité. Oui. Parce que, moi, c'était en tout cas la position que je tenais au nom du collège. D'abord, il est inexact de penser que la norme ISA 5000 conviendra au commissaire aux comptes européen parce qu'elle a trop de lacunes par rapport au droit européen et sur des sujets complexes que sont quand même la certification sur la taxonomie. Ça n'est pas simple du tout et l'ISA 5000 ne l'aborde pas. Et aussi les travaux sur la double matérialité, parce que l'ISA ne voit. Donc, ce n'est pas possible de laisser les professionnels sans... et ne pas faire de normes européennes là-dessus, ça laisse les États membres choisir soit d'adopter ISA 5000, soit d'en faire une autre, soit de faire des lignes directrices, et ça place les groupes européens en difficulté parce que finalement, ils vont avoir des commissaires aux comptes qui auront des exigences de leur droit national différentes sur les travaux de certification. Non harmonisés. Ah ben non, oui. Et ça, alors là, franchement, je ne trouve pas du tout que ce soit une simplification. Au contraire, c'est une source de complexité et d'ailleurs de différence de concurrence aussi tout à fait malvenue. Donc, je suis ravie de voir que le Parlement a demandé à la Commission européenne de ne pas faire comme elle a fait pour les normes d'audit des comptes, mais bien de faire une norme d'audit de durabilité. J'ai été moins convaincue par le fait qu'elle désigne l'EFRAG pour être l'organe. Je pense que c'est ce AOB qui aurait dû l'être. Mais je crois que c'est une erreur de plume par méconnaissance de l'existence du CAOB. Ça devrait être corrigé, on comprendra évidemment. D'autant que le CAOB travaille là-dessus à la demande de la Commission et réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'une assurance limitée en matière de durabilité. Et le travail est mené par une commission qui regroupe une sous-commission du CAOB qui regroupe une douzaine d'États, et c'est ma collaboratrice, Madame Doblado, qui préside ce groupe de travail. Donc, on le suit. Alors, pour l'instant, il est en stand-by, évidemment, mais il avait déjà quand même commencé à réfléchir. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où l'horizon législatif et les actes délégués sont publiés sur le premier semestre 2026, est-ce qu'on peut penser que cette norme puisse sortir en 2026 Ce serait souhaitable, mais en même temps, je remarque que la Commission n'en a jamais rédigé une seule de norme d'audit. Donc, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, il y a nos lignes directrices. Oui, les lignes directrices, absolument. Alors, sur la désignation des auditeurs de durabilité, donc, il y a eu donc une poire aux questions, encore, du 5 mars, et qui permettait de bien clarifier. Et effectivement, il y a eu des erreurs dans les problèmes de désignation. C'est pour ça qu'on l'a publié. Elles étaient bienvenues et je crois que tout le monde s'en est félicité. Lors de la conférence des États, il y avait une conférence qu'avait organisée la H2A, donc les rencontres de la H2A du mois de juillet dernier. D'ailleurs, je signale à ceux qui nous écoutent qui n'ont pas pu y assister, la totalité de cette conférence est disponible sur le site de la H2A. N'hésitez pas à vous y reporter parce que c'était en effet de très beaux échanges qui ont eu lieu et beaucoup d'informations qui ont été données avec tant le point de vue des préparateurs que les examens qui avaient été faits des premiers rapports de durabilité par la H2A. Et donc, peut-être élément de satisfaction, c'est qu'on se rend compte que et donc Éric Baudrier avait donné les chiffres, que sur un échantillon de 111 sociétés cotées, seuls 17% avaient retenu un auditeur qui n'était pas un auditeur
je dirais, commissaire aux comptes, entre guillemets, ce qui montre quand même que l'effort de la profession a été reconnu. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne peux pas considérer comme satisfaisant d'un côté ou de l'autre le choix de l'entreprise. Ce que je trouve vraiment, comme elle choisit un auditeur, elle choisit de durabilité, elle choisit un commissaire aux comptes, elle fait bien ce qu'elle veut. Voilà, la loi lui offre la possibilité, très bien. J'ai juste à dire que c'était les entreprises qui avaient demandé à l'État français de lever cette option. Très bien. À l'arrivée, sur les deux listes qui sont actuellement tenues par la haute autorité, les commissaires aux comptes verts et les auditeurs de durabilité, le contraste est saisissant pour moi, surprenant, parce que nous avons d'un côté en 3000, bientôt 3100 commissaires aux comptes qui ont suivi les 90 heures de formation et donc qui sont inscrits. Côté auditeur de durabilité, oui, une quinzaine, hein, 20, je crois qu'on a passé les 20. Mais enfin, c'est un chiffre qui n'est sans rapport. Alors, c'est vrai que ces personnes-là, ce sont des personnes physiques qui sont rattachées à des OTI, visaient plutôt la deuxième vague, c'est-à-dire les entreprises de plus de 250 salariés. Elles n'ont jamais… Exact, donc vous avez raison de préciser ça. Oui, donc elles vont peut-être venir plus tard. C'est une statistique qui est valable aujourd'hui, mais qui ne préjuge pas de l'avenir. Ceci dit, on n'en aura jamais 3000 comme on a. Non. Donc ça va forcément réduire le choix des entreprises. Plus de commissaires aux comptes que de… Après, la vraie satisfaction, et dont on a un peu, qui a pu être présentée lors des rencontres de la H2A, c'est que même si l'année 2024 a été difficile dans le dialogue qui s'est construit entre les responsables RSE des entreprises et puis les commissaires aux comptes, à l'arrivée, eh bien, les choses se sont quand même nettement apaisées. Et les rapports de certification ont pu être publiés dans un climat de confiance rétablie après des premiers échanges qui se sont montrés un peu vifs. Et il y a une chose quand même, les responsables RSE ont dit, ah non mais moi maintenant, la place que l'entreprise et les COMEX donnent à ces questions-là a été rehaussée. Les directeurs financiers se sont vraiment intéressés à ces questions de durabilité et à leur traduction dans les comptes. Et les entreprises ont pu, grâce à l'outil qui était pour elles cette directive et les ESRS, établir des plans de transition, des perspectives d'amélioration de tel ou tel sujet qu'ils ont jugé matériel, beaucoup plus clairs et beaucoup plus solides. Il y a encore des progrès à faire, on le voit parce que le WWF a un regard plus critique là-dessus. Mais sincèrement, ça a permis aux entreprises, mieux que la directive NFRD, de produire des rapports sur lesquels on pouvait plus s'appuyer. On n'est pas encore arrivé au bout, on continue à progresser, mais c'est normal. C'est comme un nouveau plan comptable quand même, avec un référentiel de reporting extrêmement solide que chacun devait s'approprier, préparateur de rapport et vérificateur. Et là, moi, je trouve le progrès tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, l'année dernière, on s'interrogeait et on s'attendait à ce qu'il y ait un certain nombre de réserves dans les rapports, et là, il n'y en a aucune. Il y a un rapport. Mais en fait, je suis à l'origine, je le dis, de l'usage des observations. Je trouvais que c'était beaucoup plus adapté à cette situation, parce que le but n'était quand même pas de dévaloriser nos entreprises par des réserves, surtout nos entreprises cotées, alors qu'on sait bien que ces réserves étaient juste liées à l'extrême rapidité de l'entrée en vigueur de cette énorme législation et qu'il fallait laisser le temps à tout le monde de s'adapter. Et donc, les observations, c'était un bon outil, l'entreprise pouvant dire dans son rapport, ben là, je n'y suis pas et je sais pourquoi, mais j'y vais, c'est bon, cette donnée est complexe à collecter pour moi, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, et le commissaire aux comptes faire une observation. Et c'était un outil d'audit très adapté. Absolument, et d'ailleurs, là encore, il y a des statistiques qui ont été données par le directeur général de la H2A, donc Éric Baudrier, assez précises sur l'examen d'un certain nombre de rapports. Et ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que notamment sur le deuxième pan de la mission, qui est la conformité aux ESRS,
il y a un grand volant d'observation, mais qui sont essentiellement liés à la mise en application d'une Exactement. première année des difficultés qui ont pu être rencontrées et qui devraient d'ailleurs disparaître. C'est ce qu'on va Dans le regarder, cadre, évidemment. voilà, ça sera C'est ce intéressant qu'on de va voir regarder, on l'évolution comparera, sur la deuxième évidemment. année. On a évidemment des collaborateurs ici qui ont toute la compétence pour le faire, cette observation. Et c'est bien le sens de ce que j'avais en tête lorsque nous l'avons inclus dans les lignes directrices, en disant laissez-les progresser. Alors, simplement, petite surprise, en tous les cas, c'était sur la taxonomie, mais là, on est bien Eh bien oui, sur un objet un peu incroyable, hein, particulier. Il n'y a pas beaucoup incroyable. Non, d'observations, ils ont ce qui l'air est un peu d'avoir tous compris surprenant. ce qu'ils devaient Bon, faire. Bon, je sais pas. Après, l'utilité de cette réglementation européenne semble être questionnée, mais bon. Bon, donc, si on essaye de faire un enseignement général, Madame la Présidente, donc beaucoup d'investissements des confrères, Ouais. mais Et pas des pour rien. entreprises. Bien évidemment, Et des des entreprises, mais mais pas pour rien. non, ni Hein, pour les entreprises, voilà. qui in fine, on dit aussi, ah oui, mais bon, c'est quand même un bel outil pour comprendre où nous sommes et comment nous pouvons aller là où nous souhaitons aller et comment en faire une traduction intelligible. Alors, j'ai compris que les rapports étaient encore un peu épais, un peu difficiles à lire, c'est pour ça qu'on va assouplir les ESRS, très bien. Et puis j'ai autre chose à dire. La norme Oui, VSME, absolument. alors là, c'est un très très bel outil. Et ça, je le vois beaucoup en région avec les commissaires aux comptes que je rencontre, parce que avec la compétence qu'ils ont acquise grâce aux 90 heures, ils sont en mesure, dans le dialogue qu'ils ont avec leurs clients, de leur faire des propositions, de les accompagner dans la rédaction de ces rapports volontaires, parce que bon nombre d'entreprises souhaitent y aller pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles sont dans la chaîne de valeur d'une grande entreprise et qu'elles savent que si elles veulent continuer à avoir des relations commerciales avec ces grandes, il faut qu'elles incontournable. Mais avec les financements qu'elles demandent à leurs banquiers, ou ça aussi, ça leur est demandé, et puis aussi pour des raisons d'éthique, parce que c'est des entreprises qui souhaitent, pour leurs salariés, pour leurs clients, s'engager aussi dans ces démarches d'amélioration des questions environnementales. Et la norme VSME, elle est faite pour ça. C'est bien que on va se retrouver, je pense, mais on va l'observer, hein, notamment dans les déclarations d'activité, on le verra, on va observer la montée en puissance du recours à cette norme volontaire pour les entreprises qui sont en dessous des seuils. Je suis vraiment convaincue. Et ce qui permettra, tant pour des entreprises, enfin préparer des entreprises éventuellement sur la vague 2 et 3 peuvent déjà travailler là-dessus, puis ceux qui vont faire de manière totalement volontaire. Exactement. On est d'accord. Bon, mais vous voyez, par exemple, Outre-mer, c'est quelque chose qui est très présent à leur esprit. Parce que toutes les questions de traitement des déchets, d'économie circulaire, Outre-mer, c'est très, très important. Ouais. Et donc, j'ai vu, et c'est pour ça que je pense que vous le savez, mais quand je me suis rendue Outre-mer, je suis partie avec des trophées que j'ai remis, le trophée de la durabilité, que j'ai remis aux commissaires aux comptes Outre-mer qui se sont engagés aussi là-dedans. Ils sont vraiment nombreux hein, et très convaincus que pour leur île, parce que c'est tous des îles, ils sont quand même très concernés. Ils sont très concernés. Bon, je ne sais pas si sur le volet durabilité, je pense que... Alors, je terminerai toujours sur ces fameuses rencontres et notamment sur l'intervention de la professeure Marianne Frison-Roche, qui de toute manière est une personne de grande qualité, qui a en plus une manière de s'exprimer qui est particulièrement agréable. Et j'ai trouvé intéressant quand elle a dit, écoutez, j'ai entendu tout le monde lors de ces dans lesquels nous sommes tous, mais dans 5 ans, quand le juge sera amené à connaître éventuellement de dossiers, je dirais, on ne se rappellera plus qu'on était dans les sables mouvants. Et elle a fait un parallèle intéressant qui était de dire, attention, je me permets d'insister sur, d'une part, le fait que là, il y a la CSRD qui est sur l'engagement de décrire, et puis vous avez la CS3D qui, elle, est l'engagement de faire. Et donc, j'attire l'attention de tout le monde sur la correspondance éventuelle de ces deux dispositifs et prudence, prudence, prudence. Alors, je me tourne là, pas vers la casquette de la présidente de la H2A, mais du magistrat, la magistrate que vous êtes. Quelle réaction tout cela elle a parfaitement raison. En fait, elle invite les entreprises, lorsqu'elles rédigent leur rapport de durabilité,
à ne pas aller sur un rapport de devoir de vigilance. Elle dit ce sont des outils qui vous permettent de comprendre où vous en êtes sur les différents sujets traités par les ESRS et que vous jugez matériels, et de dire comment vous allez, de produire de l'information sur les perspectives que vous vous donnez. Mais il ne faut pas y prendre d'engagement, dit-elle. C'est juste que vous décrivez des perspectives, mais vous ne dites pas je m'engage à, je suis sûr que, voilà. Parce que vous, comme les lecteurs de ces rapports de durabilité sont bien plus nombreux que les lecteurs des états financiers, surtout ce sont des lecteurs intéressés particulièrement par tel ou tel sujet qui sont traités dans les rapports de durabilité et qui recherchent des prises de responsabilité des entreprises, à tort d'ailleurs, parce que ce n'est pas fait pour ça un rapport de durabilité. Et donc, elle a attiré l'attention des préparateurs sur le fait qu'il fallait qu'ils s'expriment justement de cette façon-là, sans prendre d'engagement, mais juste de produire de l'information sur la situation où ils en est, les perspectives qu'ils se donnent, mais c'est tout. Voilà. Et de vigilance de notre part, nous, en tant qu'auditeurs de durabilité, dès lors qu'on se trouve face éventuellement des engagements trop précis ou trop engageants. Et en fait, l'idée, c'est que il ne faut pas glisser, c'est ça, vers la directive CS3D, voilà. Surtout quand on n'y est pas tenu, parce que vous voyez que ces entreprises de plus de 5000 salariés dans l'état actuel des textes, oui, et c'est pas ça. C'est encore une fois, c'est un outil de reporting et de compréhension de la situation, pas de prise d'engagement vis-à-vis avec des communautés affectées, des espaces marins pollués, c'est tout ça, c'est pas la même législation, il ne faut pas la confondre. Elle était intéressante, son intervention, mais elle est remarquable. Et vraiment, je vous engage, c'est vers la fin. C'est la dernière intervention. Donc, vous pouvez glisser si vous voulez, mais revenez, c'est vers la fin de D'ailleurs, des entreprises qui étaient présentes dans la salle sont venues la remercier de leur avoir à ce point expliqué les écueils d'une rédaction inadaptée du rapport de durabilité. Alors, bon, on a donc terminé sur le volet durabilité, peut-être quatrième volet sur l'actualité professionnelle. Donc, tout d'abord, un rapide mot sur la clause de grand-père. Oui, pour bien savoir comment… Oui, parce qu'il y a eu des publications que j'ai dû faire rectifier d'ailleurs. Alors, on reprend. La clause de grand-père, elle se termine le 31 décembre 2025, donc dans quelques jours. Et qu'est-ce que dit le texte? Les commissaires aux comptes qui ont été ou sont inscrits sur la liste bleue au plus tard le 31 décembre 2025 peuvent bénéficier de la clause de grand-père, c'est-à-dire, y compris après le 31 2025, le 31 décembre, commencer leur formation de 90 heures. Ils ont acquis le droit de pouvoir être inscrits sur la liste verte en suivant ces 90 heures, sans avoir à passer l'examen professionnel qui attend les nouveaux commissaires aux comptes et le stage de 8 mois, parce qu'avant le 31 décembre, ils ont figuré ou ils figurent sur la liste. Nous l'avons fait pour nos collaborateurs. Ils ne sont pas, ceux qui sont commissaires aux comptes, ils ne sont pas sur la liste, ne peuvent pas, mais on les a inscrits un tout petit peu, supprimés la semaine d'après. Ils ont été inscrits une semaine avant le 31 décembre, donc quand ils retourneront dans le monde réel, eh bien, ils pourront passer les 90 heures. Alors après, moi, je ne suis pas combien d'années cette formation de 90 heures va être maintenue. Je ne peux pas… Il faut engager les confrères à rapidement faire leur formation. En revanche, on n'est pas avec ce coup près parce qu'à un moment, on pouvait craindre que de toute manière, ceux qui n'avaient pas fait leurs 90 heures fin 2025 risquaient. Donc là, on reste… Voilà. Alors du coup, on subit un flux de demande d'inscription qui met en tension les services. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu un petit… oui, on a fait une publication. En disant que le secrétariat d'inscription était pour l'instant… il est fermé. On traite d'abord les demandes des personnes physiques, justement celles qui veulent être inscrites sur la liste, avant les demandes des personnes morales qui, elles, ne sont pas concernées par cette règle de la clause de grand-père. Alors du coup, voilà. C'est pour ça qu'on a fermé le secrétariat. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied. On tiendra le dernier bureau le 31 décembre 2025. C'est vous dire qu'on a le centre du service public pour inscrire, je crois, la dernière promotion du CAFCAC, puisqu'il y a une promotion du CAFCAC en cours, et que puissent bénéficier de cette clause de grand-père
Après, ceux qui auront leur diplôme l'année prochaine, c'est différent. On est d'accord. Ils rentreront dans le Et nouveau devront dispositif. faire bien sûr. l'examen écrit, le nouveau dispositif. Alors, petit sujet qui est toujours un petit sujet de friction entre nous, Madame la Présidente. Il n'y en a pas, monsieur. Il y a la notion des contrôles. Et donc, à chaque fois, mais, je reviens donc sur la synthèse des contrôles qui est faite chaque année, le rapport qui est publié au mois d'octobre, en septembre, octobre. Ouais. Donc, il y en a un chaque année. Alors, c'est vrai que ma lecture, en tous les cas, c'est que je considère que ce sont des conclusions à nouveau pessimistes d'une synthèse, puisque je constate à la fois, enfin, ce que j'en ai noté, c'est à la fois une dégradation des aspects de procédure et un pourcentage toujours très élevé de dossiers avec une opinion insuffisamment étayée. Et donc, si je m'intéresse uniquement au contrôle en matière d'EIP, il y avait 40% en 2022 de rapports dont l'opinion était insuffisamment étayée. On passe à 62% en 2023 et on passe à 76% en 2024. Je constate en revanche que s'agissant des non-EIP, on est uniquement au niveau de 26%. Donc, soit on a moi, je considère que ça donne une très mauvaise image. Quand je dis moi, je veux dire les confrères de manière générale qui essayent quand même de faire au mieux leur travail, considèrent que ça donne une très mauvaise représentativité, je dirais, de la qualité de nos travaux, puisque c'est quand même c'est un rapport qui est sérieux, qui est documenté. Et donc, on est toujours très interrogatif sur les conclusions et notamment de leur interprétation par les différents acteurs, tant au niveau national qu'international. Est-ce qu'on n'est pas en train de considérer que finalement l'audit à la française est défaillant et qu'il y a un sujet? Voilà. Alors, la mission légale, la raison d'être de la haute autorité, comme celle du H3C, c'est faire progresser la qualité de l'audit en France. Et pour cela, on fait des contrôles pour s'assurer que les commissaires aux comptes mettent en œuvre les règles professionnelles qui les concernent. Très bien. Donc, on fait des contrôles. La loi nous dit, étant donné que nous y avons, je crois, 240 000 mandats de certification des comptes en France, vous allez le faire selon une méthode fondée sur les risques. Nous avons donc cartographié la population des commissaires aux comptes, cartographié les mandats. Et nous allons voir ce que nous pensons que ça ne va pas être très très bon, qu'il y aura des difficultés. Je ne vois pas l'intérêt d'aller contrôler le commissaire aux comptes qui certifie l'association des pêcheurs du Haut-Berry. C'est sûr que, en revanche, les mandats qui concernent les grandes entreprises, les partis politiques, ben, oui, on va les voir. Et on va les voir sur des choses qu'on a déjà dites au commissaire aux comptes. L'objet de ce rapport, c'est de dire qu'est-ce que nous allons voir. Les commissaires aux comptes doivent en faire le plus grand bénéfice de ce rapport, parce qu'ils vont voir ce quoi. C'est la NEP 100, c'est la NEP 600, ces deux-là, c'est... Les autres, ça va bien. Et puis la formation continue qui est encore... Non, mais ça... Il est agaçant pour le collège de constater que quand on est déjà venu voir un commissaire aux comptes, qu'on lui a déjà dit que sur son mandat Y, il n'avait pas mis en œuvre correctement la NEP 600 et que quand on va le revoir sur le mandat Z, il l'a fait sur le Y, mais pas sur le Z, c'est pas compréhensible pour les contrôleurs. Ce rapport sert à cela. Et en introduction, il est indiqué, vous ne pouvez pas extrapoler les résultats qui sont indiqués dans ce rapport parce que nous n'avons pas fait un sondage aléatoire. C'est ciblé. C'est ciblé. Ça veut dire qu'on a bien ciblé, en fait. Ce rapport veut juste dire qu'on a bien ciblé, qu'on sait où, chez qui et où il n'est pas bon. C'est d'ailleurs pas la même chose qu'un autre. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on fait des contrôles. Et évidemment, on garde en mémoire tous les résultats que nous avons eus. C'est pour ça que nous avons des contrôles de suivi, par exemple, parce que nous allons voir le commissaire aux comptes seulement sur ce qu'on lui a déjà dit, en espérant qu'il a. Je vais bientôt, j'ai signé une lettre à destination d'un BIG
ou au contraire, le collège lui adresse ses félicitations. C'est juste que je ne l'ai pas publié. C'est difficile quand même parce que c'est un big. Oui, 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 oui. Et j'ai écrit évidemment au CEO du big. Le collège a dit, ah oui, mais alors là, alors je vous donne l'exemple, c'était un contrôle de suivi. Nous étions allés voir ce big, on lui avait fait la liste de toutes les procédures de son cabinet. Nous avions fait la liste de celles qui étaient OK et de celles qui n'étaient pas sur ISQN1, parce que c'était un big. On est retourné là, la directrice des contrôles est venue en disant, j'ai plus rien à dire. Mon petit Picardie de rien, de A à Z, des formations, les déclarations, vous savez, des portefeuilles de chaque associé, le suivi contrôle qualité, impeccable. Mieux, on était retourné chez ce big aussi parce que nous avions été voir un petit commissaire aux comptes et l'ANEP100 était catastrophique. Pourquoi? Parce que le dossier du commissaire aux comptes en question était vide. Il n'avait pas fait d'audit. Ça arrive, monsieur Yvain, ça arrive encore. Il n'avait pas fait l'audit de l'entreprise. Alors on s'est dit, il faut aller voir le COCAC. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était le big en question. Même contrôle. Donc il y avait toutes ces procédures, plus seulement ce mandat-là. Vous savez ce qu'il a fait, le big? Il a fait les travaux de son commissaire. À perte, donc. Parce qu'en fait, il a fait tout le travail. Alors là, on a adressé une lettre en disant, on n'a rien à dire. Et même, c'était pas marrant. Donc, alors je ne vais pas la publier, cette lettre. Je vais pas lui, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais évidemment, je sais quel cabinet c'est un membre de la F3P, bien sûr. Et voilà, et le collège s'est dit, ah mais c'était vraiment bien. Difficile, mais vraiment bien. Donc, encore une fois, ce rapport, il est fait d'abord pour les professionnels, pour attirer leur attention sur quel point ça ne va pas, l'ANEP 100, l'ANEP 600, déjà. Et ensuite, de dire, c'est écrire la première page. Vous ne pouvez pas extrapoler, ce n'est pas un sondage aléatoire. Nous sommes allés voir, parce que la loi nous le demande, les points les plus risqués. Dans les cabinets, nous savons que tel point n'est pas bon, on le sait, et ils ont du mal à le corriger. Je ne sais pas pourquoi ils ont du mal à le corriger. Peut-être c'est lourd. Il y a des grands cabinets qui sont des vaisseaux amirals et ils pensent que, oui, ils prennent des décisions au top management, mais c'est difficile d'aller dans les… Voilà. Et ensuite, peut-être l'autorité de la haute autorité n'était pas encore assez suffisamment reconnue par les cabinets inférieurs qui disent, bon, elle cause, et puis finalement, je fais ce que je veux. Je ne pense pas qu'on puisse penser ça. Mais voilà. Non, mais alors après, moi, je ne vais pas supprimer ce rapport. Parce qu'il a un côté particulièrement pédagogique qui doit servir. On n'invente rien, on dit ce qu'il en est, et on espère que l'année d'après, on aura moins à le dire. Pas pour l'instant. Ça va venir. Mais, ça va venir. de toute façon, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas de contrôle, ça paraît logique, ça c'est pas remis en cause, et le fait qu'il y ait publication de ce rapport non plus. Mais c'est vrai quand même, et je vais juste passer à autre chose après, mais c'est vrai que dire qu'il y a 76% de dossiers contrôlés sur lesquels l'opinion n'est pas suffisamment étayée, je veux dire, même vu par quelqu'un qui n'est pas de la profession, ça veut dire que finalement, l'opinion n'est pas justifiée. Voilà, mais c'est bon, voilà. Donc, mais la profession va s'améliorer, j'en ai aucun doute. On s'est expliqué et on s'est dit, bon, donc sur les contrôles, de toute manière, des rapports de durabilité, tout ça va se mettre en place petit à petit. Là, on avait commencé par faire des contrôles sur les procédures internes et on avait des choses à dire. Et on fera donc une restitution dans la prochaine synthèse des contrôles sur cet aspect-là. Puis là, cette année, on va voir les dossiers. Là. Et on est allé chez un big ou deux et puis chez les OTI. On a fait les deux. On n'a pas encore les résultats des… Non, bien sûr. Donc, toujours sur l'actualité professionnelle, dernier point sur la formation professionnelle continue. Donc, notamment, d'ailleurs, vous avez été auditionné, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais vous aviez été auditionné par une commission des finances de l'Assemblée. Et vous aviez d'ailleurs été interrogé justement sur la formation professionnelle des confrères, entre autres. C'était une des questions qui vous a été posée. Quel est votre… ça progresse lentement. D'accord. Il y a des compagnies régionales qui ne sont vraiment pas… D'accord. Qui ne sont pas sur dans le bon tempo. Ah oui, qui ne sont pas dans le bon tempo.
D'accord. Bon, on va finir par la mettre en œuvre, cette procédure Oui, simplifiée. de Elle est en sanction. train de se construire ici. D'accord. C'est pas bien. Vous savez, on a encore vu des associations dont les comptes avaient été certifiés par le commissaire aux comptes alors qu'elle n'avait toujours pas appliqué le plan comptable. Oui, Association qui a été bien sûr. rénovée, je sais pas, il y a 4 ans maintenant. Ben, ça veut dire qu'il n'est pas en formation, ce commissaire aux comptes. Enfin, c'est son rôle de dire à l'association, ah ben non, là, c'est Bien sûr. plus, c'est pas bien. Voilà. Alors, après l'actualité professionnelle, l'évolution de la procédure disciplinaire. Oui. Alors, je note bien que depuis janvier 2024, la commission des sanctions est indépendante du collège. Hein, c'est la grande différence, je dirais, par rapport à la formation restreinte que nous connaissions du temps du passé. Alors, euh, revenons simplement, à chaque fois, vous avez manifesté votre regret, à dire plus, de l'absence Ah oui. d'un représentant De la de la profession. profession Ouais. aux séances de la Mm. commission. Alors, Est-ce qu'il y a du progrès par non, rapport à ce qui se passait non, avant? et je le regrette. Et je continue à le regretter. Je pense que la profession doit s'exprimer. Alors, pas dans tous les dossiers. Simplement, la profession, elle les connaît tous, parce qu'il y a une commission à la compagnie Oui, nationale qui est chargée de ça. Donc, elle est tenue informée, évidemment, par la défense, l'assureur, etc., des procédures, pas seulement les miennes, parce qu'il y a aussi des procédures Oui, bien judiciaires. sûr, Mais civil. voilà. Donc, la compagnie est parfaitement informée et c'est bien normal. Il y a quand même des dossiers qui viennent à la commission des sanctions qui méritent que la profession s'exprime. Ça peut être une question de principe de compréhension d'une norme. Pourquoi est-ce que la commission, pourquoi est-ce que le collège et les enquêteurs auront toujours raison là-dessus? Elle peut avoir une autre lecture. Absolument. Et en fait, ce serait légitime parce qu'elle fait les notes d'information et elle produit de la doctrine. Donc, il y a des fois, franchement, où son opinion va éclairer la commission des sanctions. Alors, c'est plus Madame Daubigné qui devrait dire cela que moi. Parce que moi, après tout, très bien, je n'ai pas d'autre contradicteur que le commissaire aux comptes que je poursuis. Mais je trouve que de temps en temps, la profession doit dire ah non mais là il faut qu'on y aille parce que c'est la NEP machin, le paragraphe truc, et nous non. Ce que disent les enquêteurs et le collège, dans la vraie vie c'est autre chose. On trouve que les ISA disent un peu différemment et ce serait très très bien qu'ils le disent. Moi je ne demande pas que la profession prenne parti ou soit contre le commissaire aux comptes poursuivi. C'est pas du tout ça. Ça, elle a un avocat pour ça. Et puis il y a le rapporteur général, un rapporteur général qui s'exprime. Mais c'est sûr des questions de la profession. Même chose pour les normes de la déontologie. De temps en temps, il y a un écart. Vous pouvez dire ah ben non, voilà, très bien. Et puis il y a aussi, comment dire, il y a des dossiers dans lesquels je trouve que la profession aurait dû venir. La touche, la profession aurait dû venir. Je ne sais pas ce qu'elle aurait dit d'ailleurs. D'ailleurs, j'en sais rien. Mais un dossier aussi emblématique que la touche, il faut que la profession s'exprime. Qu'est-ce qu'elle pense dans le droit français de cette interdiction qui lui est faite d'exercer une activité commerciale sans rapport avec rien. Et elle fait bien ce qu'elle veut. Alors, c'est vrai que les présidents de compagnies régionales demandent la copie du rapport assez souvent quand ils sont sollicités pour venir à l'audience. Et c'est très bien, donc ils prennent connaissance de pardonnez-moi justement là-dessus, il y a quand même une modification par rapport à l'antérieur. C'était demandé, d'ailleurs c'est le président de la compagnie régionale de Paris qui l'avait demandé à l'époque, M. Régnier. Et donc, cette modification législative bienvenue a été introduite parce qu'il me disait, moi, je veux bien venir, Madame la Présidente, mais je voulais que je dise, je ne sais pas. Je n'ai que la notification des griefs, c'est court. Donc, il avait parfaitement raison. Et donc, on a introduit ce droit pour le président de la compagnie régionale d'obtenir le dossier d'enquête, tout ce qui est commun. Et est-ce qu'il a également accès, je dirais, aux éléments de défense du confrère? Ah ben, j'en sais rien. Ça, c'est. Je ne crois pas. Je ne sais rien. C'est l'avocat, c'est entre les mains de l'avocat. C'est pas entre donc, en tous les cas, il a l'accusation, si je puis dire. Il a tout. D'accord. Sous format électronique, bien sûr, mais on lui envoie tout. Bien. Et donc,
Non, mais j'entends. Après, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est quand même les prérogatives bien sûr, des ça, élus de la profession. c'est la Je crois profession. qu'ils en parlent entre eux. Enfin, moi, je partage votre ben, analyse. Alors, autant j'étais sceptique si la personne avait la notification de grief, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est compliqué. oui, Donc, s'il a accès aux éléments du dossier qu'il peut faire, en effet. Et puis, il faut choisir les dossiers. Il n'est pas question Non, mais bien d'aller sûr, dans tous, évidemment. Il faut aller dans. D'ailleurs, en fait, je fais la même chose. J'y vais très peu, moi, prendre la parole à la commission des sanctions. Je crois que j'y suis allée 2 fois seulement. Après, quand je prends la parole, elle est un peu forte, ça c'est sûr. Mais parce que je dis ce que le collège pense. Et qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir que le commissaire aux comptes s'améliore, les contrôles successifs, les lettres de recommandation, parfois même les entretiens interpersonnels que j'ai avec le commissaire aux comptes en lui disant, écoutez, venez, il faut qu'on se parle, ça ne peut pas durer comme ça. Et voyant le commissaire ne pas changer, je vais à l'audience et je dis, bon, faites quelque chose, Madame la Présidente, voilà. Mais je suis dans mon rôle de présidente du collège. Il y a celui du président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais je suis sûre que de temps en temps, ils ont des choses à dire et très pertinentes. Alors, sachant qu'à une époque, avant la réforme, on avait quand même le syndic qui intervenait, enfin, qui était quand même un commissaire aux comptes qui était un peu spécialisé, ça, qui suivait. Voilà, non, mais on avait quand même. Alors après, est-ce que c'est le président, est-ce que c'est pas ses délégués, enfin, c'est à réfléchir, mais moi, en tous les cas, à titre personnel, je pense que ce serait une très bonne chose. De temps en temps, pas systématiquement, bien sûr, dans des dossiers emblématiques où des questions qui concernent l'ensemble des professionnels se posent. Et je donne l'exemple du dossier Latouche. Moi, je pense que la commission des sanctions aurait été intéressée par savoir ce que pense la profession de cette réglementation-là, mais aussi des règles de NEP, dans lequel, de temps en temps, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le collège là-dessus. Comme vous avez dit, il y a parfois la vraie vie. Il faut tenir compte de la vraie vie, on est d'accord. Et puis, je pense, accessoire, mais je pense que c'est aussi important parce que un certain nombre de confrères sont quand même connus par les élus et peuvent aussi donner un avis. Alors, c'est plus subjectif, mais il y a des professionnels qui sont connus pour leur rigueur, leur sérieux. Et je pense que là aussi, il y a des grands noms dans la profession. Bref, donc là-dessus, on est d'accord. Enfin, je vous entends. Alors ensuite, sur les sanctions qui sont prononcées par la commission des sanctions, je pense que vous devez le savoir. La profession. Avant, je voudrais juste dire une chose. Il y a une réforme très bienvenue qui est de l'ordonnance de transposition du CSRD, c'est la composition administrative. Ça concerne un peu moins la commission. On va y revenir après. On a une question après. Non, moi, je dis juste que ce que je regrette, mais ça, je vous l'ai déjà fait valoir dans nos échanges précédents, c'est que je regrette qu'il n'y ait pas, comme au niveau de l'AMF, un rapporteur au niveau de la commission des sanctions qui se réapproprie, si je puis dire, l'ensemble du dossier. Et ça, je trouve personnellement que c'est un élément qui manque. Et bon, la loi n'est pas rédigée comme ça, mais moi, je le regrette. Mais je ferme la parenthèse. Alors, sur les sanctions prononcées par la commission des sanctions, donc, je ne cache pas, et vous le savez, la profession est inquiète, parce que quand même, il y a des sanctions assez dures qui ont été prononcées récemment. Alors, j'aurais voulu que vous reveniez sur la typologie des principaux manquements. Alors, je sais que la commission des sanctions est indépendante. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose ou non là-dessus. Vous n'êtes pas obligé. Non, mais je ne peux pas vraiment. Vous avez votre droit de vous taire. Alors, j'ai le droit de me taire. Je veux juste dire une chose. Je fais très peu de recours à titre principal. D'accord. Je l'ai fait dans l'exemple, le gros exemple, c'est l'affaire Latouche. Mais je me suis exprimée tout à l'heure. Je laisse la commission des sanctions prendre ses prérogatives. Si jamais le commissaire aux comptes fait un recours, alors moi je fais un recours incident, mais pour venir au soutien de la commission, de la décision, jamais pour demander l'aggravation des sanctions. Je ne fais pas ça. Je viens juste dire. Ça, on n'a plus de décision. On n'a plus de la décision. Sauf, voilà, il y a eu la touche. Oui, c'est bien. Et puis, une autre affaire aussi qui ne m'avait pas plu, mais c'était une affaire de la formation restreinte. Mais la commission des sanctions, par principe, parce que faut vraiment qu'elle commette pour moi une erreur de droit et que je dise je ne peux pas laisser passer ça, c'est trop difficile après pour moi dans les services de travailler comme ça si elle prend cette décision. Donc je ne le fais pas.
Et puis après, même d'ailleurs quand la commission des sanctions ne va pas au montant enfin, de l'amende ou de la sanction que j'avais demandé au rapporteur général de soutenir à l'audience. Donc voilà. En fait, les recours sont faits par les commissaires aux comptes, c'est pas par moi. Okay. Après, sur les sanctions, mais je ne vais pas me prononcer plus que ça, ça m'est arrivé que la commission prononce moins sévèrement que ce que j'avais demandé, ou prononce plus sévèrement que j'avais demandé. C'est son appréciation et je n'ai pas de commentaire à faire. Alors, moi juste, je ferai un point, et c'est vrai qu'il y a notamment alors moi, c'est peut-être mon rôle au niveau de la Commission nationale des sanctions. Moi, je suis amené à regarder les choses. C'est vrai que pour moi, il y a quand même une certaine logique. Je rappelle, il y a une sanction professionnelle, donc c'est sur l'exercice professionnel. Hein, qui peut aller jusqu'à l'interdiction. Définitive. Et puis, vous avez, mais ça commence au-delà, l'avertissement, je ne sais jamais dans quel sens, mais bon, bref, peu importe. Et puis, ça peut jusqu'à l'interdiction. Après, vous avez la sanction pécuniaire. Et j'ai tendance à considérer que la sanction professionnelle et la sanction pécuniaire, ça va un peu de pair, si je puis dire. Et donc, plus, je dirais, la sanction professionnelle est élevée, plus quelque part, on peut comprendre que la sanction pécuniaire le soit également. Or, moi, j'ai constaté, en tous les cas, il y a deux décisions. Il y en a une où il n'y a aucune sanction professionnelle, même pas à blâme, avec une sanction pécuniaire d'un montant élevé, plusieurs centaines de milliers d'euros, et de la même manière, une autre sanction, je les ai les numéros, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, où c'est un blâme, donc quand même le degré le plus bas, si je puis dire, de la sanction professionnelle, et également une sanction pécuniaire de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est vrai que ça me... Mais je ne vais pas me prononcer là-dessus, monsieur Evans. Non, mais je comprends. Madame. Joker. C'est pas Joker, c'est la dépendance. Oui. Voilà, mais voilà, moi je ne fais pas. En tout cas, c'est très importante pour un juge que je suis. Hein, je ne fais pas de commentaires là-dessus. La présidente de la commission des sanctions a l'intention de faire un colloque là au printemps, à l'occasion des 2 ans de fonctionnement. Je crois qu'elle veut le faire tous les 2 ans, d'ailleurs, ce colloque. Elle m'a demandé de bien vouloir, je crois, le débuter ou clôturer les propos. On a retenu la date, tout ça. C'est ce genre de questions. D'accord, qui pourrait être abordé à ce moment-là. Voilà. Je pense qu'elle va aussi aborder des questions de droit que la commission a tranchées pendant ces 2 dernières années. Mais ce sera intéressant. D'accord, ça sera effectivement. Oui, bien sûr. Mais c'est plutôt à elle qu'il faut. Dernier point sur l'anonymisation, puisque le texte permet une anonymisation, je dirais. C'est le principe même. Hein. Je rappelle, c'est une règle européenne. Hein. Non, je dis l'anonymisation, pardon. Non, c'est l'inverse. Oui, d'accord. Oui, attention. Oui, je parle bien de le principe, c'est que le nom est nominatif, mais on peut, dans un certain nombre de cas, éventuellement de façon très exceptionnelle. Notamment si je relaxe, si un commissaire aux comptes est relaxé. Ben, au contraire. Pourquoi faudrait anonymiser le fait qu'il est relaxé? Parce que quelque part, vous allez sur le site, je vais voir commission Monsieur Machin, la décision de la commission des sanctions concernant Monsieur X. On sait qu'il a été poursuivi, mais on sait aussi qu'il n'a pas été. Oui, mais il faut ouvrir et aller jusqu'au bout. C'est ça que je veux dire. Traiter cette question avec elle directement, d'accord. Parce que franchement, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas si sur ce volet. Oui, je voulais dire autre chose sur sur la compétition. On n'a pas parlé, excusez-moi, de la compétition administrative. Pardonnez-moi. Oui, j'y tiens parce que c'est une nouveauté, ça. C'est une nouveauté de la loi et c'est le bienvenu. La composition administrative, c'est l'hypothèse dans laquelle, à l'issue de l'enquête, on se rend compte que les manquements qui sont reprochés au commissaire aux comptes, d'abord, ne sont pas d'une gravité exceptionnelle nécessitant une sanction d'interdiction définitive, et puis ne sont pas vraiment sérieusement contestés. Il ne les reconnaît pas forcément, mais enfin... et donc, dans ce cas-là, le collège propose à la rapporteure, enfin moi, mais je l'ai délégué à la rapporteure générale, propose une composition administrative au commissaire aux comptes en lui disant, voilà la liste des griefs qui vous sont reprochés.
Et voilà, au regard de ces griefs, quelles sanctions on vous propose. Alors, il y a une négociation qui naît entre le rapporteur général et le commissaire aux comptes lui-même ou son avocat. Et puis, à l'issue de cette négociation, ils tombent d'accord sur une sanction et à la fin, et le collège la valide. Bon. Et puis ensuite, la commission des sanctions. Et bien, c'est un gros succès. D'accord. Oui, parce qu'il n'y en a que deux pour l'instant sur le site de Oui, mais H2A. parce que, je suis d'accord, mais parce que le processus n'est D'accord. pas terminé. Tout à fait. Ok. Il est un peu long, il y a des délais à respecter. Je te D'accord. Non, demande, non, tu me bien sûr, bien réponds, sûr. le collège. Puis il faut Voilà. une homologation. Voilà. etc. Et donc, nous avons plusieurs dossiers encore à l'homologation qui vont être proposés à l'homologation D'accord. de la. En fait, il y a eu un seul refus depuis que cette procédure a commencé à être utilisée. Et je crois qu'on en doit bien à une petite quinzaine D'accord. Ok. de Ouais, dossiers ouais. qui ont abouti. Et je trouve ça très Ouais. bienvenu parce que finalement, c'est moins, entre guillemets, traumatisant pour le commissaire aux comptes que de devoir à comparaître devant la commission des sanctions avec son avocat, etc. Même s'il a l'appui de son avocat dans cette procédure, évidemment, Bien c'est sûr, bien indispensable. sûr. Mais au moins, ensuite, bon, une décision est rendue, mais elle est beaucoup plus courte qu'une décision de sanction devant la commission réunis, parce que c'est juste l'exposé des griefs et la Oui, sanction. absolument. On n'entre pas dans les Oui, détails, tout à fait. etc. C'est En revanche, beaucoup plus court. il y a la publication Oui, du nom. Voilà. on est d'accord. Et en fait, c'est très bienvenu et la réforme est bien faite de ce point de vue-là et on l'utilise au plus grand bien de tout le monde, y compris des commissaires aux comptes. Et je note, enfin, il me semble qu'au niveau de l'AMF, puisqu'on a également On fait la même chose, parallèle, et l'AMF. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il me semble que le montant, enfin, le nombre de, Composition d'accords administrative de composition est plus administrative, important que le nombre de voilà, ouais, sanctions. c'est ça, Ouais. hein, ou en tous les cas, Non, voilà, vraiment, oui. c'est À vraiment, donc l'AMF, c'est là, on sûr. sent qu'il y a une montée en Oui, il y a puissance une en tous montée les en cas. puissance. Ouais, c'est ça. Donc voilà, sur ce volet disciplinaire, Ouais, on a fait le tour, je pense. On se rapproche, donc on va aller un peu plus vite, mais c'est toujours, on a l'aspect perspective européenne. Ben, on Donc, en a un peu parlé avec la oui, mais réforme là, là. c'était plutôt, je lisais le rapport que vous faites, le rapport Ah triennal, oui, où le à chaque rapport fois, la triennal. H2A Il y a un fait, colloque qui va avoir lieu là-dedans, un voilà, webinaire plutôt, sur le 11 décembre, ouais, sur les audits, sur les les comités comités d'audit, d'audit, hein, c'est voilà. les travaux. Il n'y a pas d'évolution majeure sur le marché de Oui, l'audit en France et on va donc plutôt, comment dire, faire ce webinaire pour se rapprocher des comités d'audit, voir avec eux quelles règles avec lesquelles ils sont vraiment très à l'aise, toutes ces questions d'indépendance du commissaire aux comptes, le cas des 15% aussi, qui n'est pas si facile que ça à oui. appliquer, on en a discuté avec la commission des normes, voilà, de la doctrine, voilà, oui, Donc, le 11 décembre, oui, je donne rendez-vous le 11 décembre, on voilà, a on donne envoyé rendez-vous. les invitations déjà. Voilà. Et puis peut-être sur le rôle international de Voilà, l'H2A avec alors l'IFIAR, notamment. l'IFIAR donc, fête ses 20 ans en 2026. L'IFIAR a été créé en 2006 à Paris et donc a décidé de fêter ses 20 ans D'accord. À à Paris. Paris. Ça aura D'accord. lieu au printemps cette année. Nous avons, en étant pays hôte, c'est à nous de trouver le lieu pour Toute la l'hôtel, logistique, toute la etc., bien sûr. logistique, la soirée de gala, etc. Et tout ça est bien avancé désormais avec mes équipes de la division internationale. Et donc, on va recevoir environ 450 personnes des États membres de l'IFIA. Et c'est bien pour la France, bien sûr, qui est toujours très active, membre de droit du bord, comme vous le savez, hein, et qui a, M. Parent y est très, très présent, bien sûr. Bien Enfin, sûr. voilà, toujours très, très bien, l'IFIA, bien sûr, très utile. Très bien. Bon, écoutez, on arrive en attente de questions. En tous les Oui. cas, je donne juste quelques recommandations à nos confrères, donc d'avoir bien noté le 11 décembre, d'être vigilant sur la date qui sera fixée sur le colloque de la commission des sanctions qui aura lieu donc, au printemps 2026, mais on sera informé en temps et en heure sans difficulté. Et puis, là encore, je me permets que mes confrères n'hésitent pas à revisionner la conférence du 2 qui vous juillet. avait bien plu. Ah oui, vraiment, il y avait des entreprises là, qui voilà, se sont exprimées, je c'était trouve bien. que c'était vraiment de très grande qualité avec des points de vue différents, puis bien évidemment l'intervention de Marianne Prison-Roche. Alors, si on a 2 minutes pour les questions, pas de DPEF à produire ni de certification obligatoire pour les entités de la vague 2. Eh bien, c'est fait.
Si une entité fait usage de la norme, est-ce que le CAC doit-il appliquer les lignes directrices de l'H2A? Si quoi? Si? Si une entité fait usage de la norme DSME, le CAC Ah ben, doit-il… oui. Alors, Bah, c'est juste que c'est un audit contractuel, hein. voilà, Donc, nous, on tout ne le à fait. régule pas. Mais ça t'a servi de Mais guide, ça c'est sert bien de sûr, guide. bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, pouvez-vous nous préciser si ce AOB va procéder à une consultation publique sur un avis technique qui servira de base à la préparation d'un norme d'assurance? Normalement, oui. Voilà. Mais le calendrier est suspendu pour Voilà, l'instant. bien sûr, ce qu'on disait effectivement tout à l'heure. Sinon, c'est la commission qui le fera. Et si oui, à quelle horizon? Il était question Bah, du quatrième trimestre 2025, mais bon, on a parlé de sable mouvant et là, ouais, pour je ne l'instant, peux pas donner de date. on est Donc, on d'accord. reste avec les lignes directrices. Bon, bah écoutez, on a épuisé les questions, Voilà. donc c'est bien. Et en plus, on est dans les temps, on a été remarquable. On est professionnel, monsieur. Voilà, absolument. On va faire de l'auto-félicitation. En tous les cas, il me reste vraiment à vous remercier, Madame la Présidente, parce que c'est un exercice qui, je trouve, toujours intéressant, parce que ça permet de Bien balayer sûr. quand même beaucoup de sujets et en transparence, même si parfois mes contradicteurs n'étaient pas suffisamment contradicteurs au regard de certains de mes confrères. Mais bon, je pense qu'il y a des messages qui passent au travers d'un certain nombre de questions qui sont très poliment posées. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à vous. C'est à moi de vous remercier de m'inviter Et puis, chaque année. donc, bah voilà, maintenant, ça fait partie Des habitudes. voilà, et même des rendez-vous. Des C'était vraiment des rendez-vous. rendez-vous, pas encore au coin du feu, mais devant les drapeaux. Et donc, je vous donne rendez-vous à tous donc, jeudi prochain pour l'arrêté des comptes en normes IFRS et la conférence du 2 décembre hein, sur la criminalité financière. Franchement, vous ne perdrez pas votre temps à assister. Voilà, bah, écoutez, très bonne semaine à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.